Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma procédé critique, je continue d'explorer le cinéma du grand metteur en scène italien Luchino Visconti. Je m'arrête ici en 1971 avec son fort célèbre Mort à Venise, adapté d'un roman du même nom écrit par Thomas Mann. Lui c'était un Allemand, 1912 je crois pour la publication. Là on a un Italien qui offre sa vision cinématographique et artistique au sens large, même musicale, alors qu'à la base je crois que le bouquin était plus centré sur un écrivain. Bon. Et donc, au casting pour interpréter le fameux compositeur Gustave, là, un Allemand, nous avons pas un Allemand, ni un Italien d'ailleurs, mais un Britannique d'origine belge, Dirk Bogarde, qui avait déjà joué, je crois, dans le précédent de Visconti, Les Damnés, qui fut le premier volet de cette non officielle trilogie allemande. Mort à Venise en est le second, enfin, trilogie allemande où ça se passe en Allemagne, où c'est centré sur un Allemand, etc., etc. Et aux côtés de Dirk Bogarde, dans le rôle de celui qui sera surnommé le plus beau garçon du monde dans l'histoire là, mais aussi en tant qu'acteur, parce que Visconti a vraiment flashé sur lui un peu à l'image du personnage principal, je vais revenir sur ce point. Hein. Björn Andresen, suédois à l'époque, il devait avoir 15 ans, qui nous a quittés il y a quelques jours, quelques semaines, et c'était prévu que je parle du film en cette fin d'année avant d'apprendre son décès, c'est un peu particulier. Björn Andresen qui a très mal vécu a posteriori on va dire, déjà ce sommet cinématographique alors qu'il commençait à peine sa carrière. C'est-à-dire que la relation avec Visconti était particulière et lui-même a dit des choses en interview, comme quoi Visconti essayait de l'attirer dans des endroits qui n'étaient pas faits pour lui. Bon, donc potentiel scandale quand même, hein, dans l'attitude du réalisateur, mais aussi scandale à la sortie du film forcément, puisque nous suivons ici un compositeur qui doit avoir la soixantaine, hein, on va simplifier, qui va clairement avoir une sorte de regard très amoureux envers un ado de 15 ans. Bon, ça va confiner donc ce personnage à sa décadence, à sa lente agonie dans un Venise qui agonise aussi pour d'autres raisons, je vais faire le synopsis derrière. Bon, précisons quand même la présence aussi de Silvana Mangano qui joue la mère de ce jeune Tadzio, joué par Björn Andresen, actrice italienne pour jouer une baronne polonaise, et donc le fils polonais joué par un Suédois, vraiment une sorte d'internationalisation globale des choses pour un film italo-français dans la production. Oui, Visconti transpose ici dans ce qui l'obsède, un peu le côté opératique musical quand même, avec cette grandeur-là artistique sur un regard d'un monde qui évolue. Quelque part, Mort à Venise est presque une relecture très différente, hein, mais bon, c'est peut-être ça aussi le cinéma de Visconti, j'ai pas trouvé de lui, du Guépard. Dans l'idée de ce monde d'avant, là, conféré une sorte d'aristocratie à travers la baronne polonaise et tout. Ce monde d'avant, même si le film se déroule probablement en 1911, hein, qui déjà plus trop à sa place, et on a l'impression d'être dans un choc temporel, et donc la fin arrive, quoi. Il y a une chute, grosso modo. Et on va suivre ce compositeur allemand, Gustav von Aschenbach, qui va à Venise quelques jours pour se reposer dans un hôtel. Et de ce repos, il va avoir un choc. La rencontre donc avec cette famille polonaise et ce jeune homme, donc Tadzio, qui va être pour lui le symbole de la beauté parfaite, et même d'une certaine, entre guillemets, beauté objective. C'est complètement bête hein, sur le papier, parce que la beauté, ça dépend de chacun. Vous avez trouvé ça beau, d'autres... Non, enfin bon, bref. Hein. Mais voilà, cette idée absolument platonicienne de, cette vision apollinaire, si vous voulez, enfin... presque, voilà, cette beauté ultime. D'ailleurs, Björn Andresen va être utilisé en tant que tel, notamment au Japon. Hein, il va être l'égérie de ce que peuvent être certains héros, notamment de manga un peu androgynes. Enfin, le gars, il a une carrière et une trajectoire particulière grâce à ce rôle-là. Et forcément, il n'a pas forcément bien vécu les choses, jusqu'à finir sa carrière assez récemment, d'ailleurs, dans un film hyper extraordinaire, Midsommar. Voilà. Bon, comme quoi... Et donc, Gustave, là, il va l'observer. Jeu de regard entre, d'ailleurs, le jeune homme, Tadzio, qui peut-être ne comprend pas, mais bon, il sourit, il a l'air angélique, hein, c'est un peu l'idée. Et le compositeur qui le cherche. Alors, c'est ce jeu de chat et la souris qui va être malsain, sur le papier. Hein. Ouais, c'est pas un sujet facile. C'est pas un sujet facile, mais Visconti ne va jamais sensualiser le tout. On est dans une sorte d'obsession qui, d'ailleurs, précipite une sorte de finalité. Donc, en soi... Le film a été mal reçu, on peut encore le percevoir particulièrement aussi aujourd'hui, et c'est normal. Mais je trouve que même dans l'esthétisme global, il y a quand même ici quelque chose qui rapproche plutôt l'ensemble de la mort
que de cette idéalisation d'une vie impossible et d'un amour absolument improbable. Hein. Alors, rajoutez à cela le contexte vénitien de l'époque, où visiblement le choléra arrive, alors reste une rumeur, parfois on essaye de détourner le truc pour pas faire fuir les touristes, ça sent, d'accord, mais c'est le sirocco qui ramène des odeurs, le vent chaud et tout, pour quelque chose qui s'est vraiment produit vers 1911, hein, une épidémie de choléra dans le nord de l'Italie, dont Venise. Et donc, on va suivre la trajectoire vers le bas, profondément, d'un monsieur qui va à la fois sombrer physiquement et psychologiquement, ramené à sa condition d'homme d'un certain âge. Et c'est terrible, en fait, c'est d'une tristesse, c'est mortifère, et c'est un film, justement, avec ce sujet complexe et un peu tendancieux, qui renforce la chape de plomb autour. Et alors, Visconti fait son Visconti. Je parle du Guépard, peut-être sur les thématiques aristocratie qui chute d'un autre temps dans un autre endroit, un peu qu'on n'imagine pas. Il y a aussi cette idée esthétique de chaque séquence, chaque plan est quasiment un tableau. Mais vraiment, hein, c'est soigné à la perfection, avec cette utilisation de la plage, de l'hôtel, donc de la mer, etc., de la ville de Venise, des intérieurs un peu... voilà, avec cette famille avec la baronne, là, c'est incroyable, c'est une sorte de poupée, là, limite, hein, presque, on pourrait croire les mannequins, là, qui vivent vraiment en marge et qui sont complètement en décalage. Voilà, c'est un film de décalage aussi. Tout le monde est en décalage dans le film. Et du point de vue de ce compositeur qui est en décalage avec sa propre vie, qui a complètement vrillé, hein, quelque part, on le voit, il y a des flashbacks par moments où on voit visiblement qu'il a une épouse, mais là aussi, une sorte de peinture improbable, on se demande quelle est la vérité, parce qu'on est vraiment que du point de vue dans ces souvenirs-là. Qu'est-ce qu'il fantasme, qu'est-ce qu'il rêve, qu'est-ce qu'il cauchemarde, quels sont ses véritables souvenirs. On le voit, le compositeur, à un moment, il a ce débat avec un de ses amis, qui était un de ses anciens élèves, je crois, Alfred, sur qu'est-ce que la beauté par rapport à la musique, la perfection. C'est vaste débat, hein, vaste débat. Et il est tellement pris dans cette obsession et dans ces fausses certitudes, ce compositeur, que quand il va tomber sur cette apparition-là, enfin la matérialisation pure et physique de cette idée allégorique de beauté parfaite et donc totalement objective, hein, bah, il va complètement tomber en pamoison. Il va essayer de se rapprocher, mais c'est impossible. Jeu furtif. La caméra d'ailleurs va chercher le regard du jeune Björn Andresen, Tadzio. Et Visconti, on sent qu'il va chercher aussi quelqu'un qu'il a choisi. Et je pense qu'il voilà. Il y a cette idée, hein, Visconti qui est un petit peu ce personnage principal. Il y a ce va-et-vient. Il y a ces moments. Et puis c'est à la fois, c'est là, mais c'est pas là. C'est fuyant. Ce jeu absolument impossible, impalpable, de l'inaccessible. Et le film joue beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que, fort heureusement, il n'a rien à voir de tendancieux en termes de scène, etc. Alors, il pourrait, bon, la caméra a ce regard-là de temps en temps, mais c'est très très soft. Est-ce que c'est dénoncé et tout? Dans un certain sens, on pourrait dire que oui, quand même indirectement, puisque c'est presque le péché, le fruit défendu absolu qui va le mener à sa perte, d'une certaine manière. Cette idée qu'à un moment il doit quitter Venise, mais il ne va pas pouvoir quitter Venise. C'est un peu le destin aussi à un moment, il y a une idée de fatum aussi. Une fois que c'est mis en place, rien ne peut lui faire échapper à sa finalité. Je ferai une mini-zone spoiler, mais on comprend très vite comment ça va se terminer. C'est ce genre de film qui n'a aucune surprise. Hein. Et puis bien sûr la musique classique autour, avec une sorte de thème de malheur. Malheur, le compositeur, hein, pas de malheur, mais c'est le malheur de malheur. Il y a ça qui est assez important. Il y a aussi une symphonie fameux du Nietzsche de Zarathustra derrière. Enfin, il y a tout un délire de musique classique très grandiloquente qui approfondit cette idée de décalage absolu, temporel. C'est-à-dire le film, bon, il peut se passer en 1911, mais il n'y a pas vraiment d'époque palpable et précise, à part donc l'absence de certaines technologies qui pourraient nous faire dire que il y a cette fameuse lettre à Élise, c'est assez violent d'ailleurs cette scène, parce que où il y a le jeune donc, qui commence à jouer ça un peu au piano, ça rappelle à à Gustave, pardon, à un moment où il était avec une prostituée, alors vous voyez le parallèle un peu douteux quand même, mais bon, là aussi on est dans le faux, quoi. On ne peut pas être dans l'amour réel, dans la possibilité vraiment de sensations qui sont partagées, absolument pas. Voilà. Et puis il y a aussi un chant de nord à la fin russe, là, quand de plus en plus l'endroit de Venise se fait désert au fur et à mesure que la maladie commence à être, on va dire, officielle hein, sur les lieux, quoi. Ça c'est terrible. Et puis il y a plein de choses dans l'opposition, c'est-à-dire que dans cette idée qu'il est enfermé dans son monde-là et dans cette obsession,
parfois il y a la réalité du terrain qui vient se rapprocher, ouais, se rappeler à lui. On le voit, ce compositeur, dans cette bourgeoisie un peu méprisante aussi, alors là, il est attiré par la noblesse, le baron. Il y a aussi cette idée-là, hein, cette idée d'aller plus haut encore, même dans la classe de la beauté ultime, là, peut-être. Mais à un moment, il est dans la rue, et puis il y a ces chanteurs de rue, là, c'est passionnant, ça. Avec ce gars, là, il lui manque une dent, et qui va se rapprocher de lui, on sent qu'il... Oh, non, oh, ce monsieur n'est pas de mon monde. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qui en disent long. À un moment, il va succomber aussi à l'idée de l'apparence. Hein. Il va essayer de se rajeunir, mais alors ça renforce encore plus la finalité du film. Donc il y a beaucoup de jeux là-dessus, hein, opposition musique de rue, réalité, musique classique, alors certes magnifique et tout, mais où est le réel derrière? Et Visconti s'enferme lui-même hein, avec ce cinéma dans une autre chose, mais quand le réel se fait palpable, c'est le retour sur Terre. C'est vraiment, hein, pour moi, c'est le plus proche du Guépard que j'ai vu de ces films. J'en ai vu plein. Hein. Il y a un petit moment aussi, Nuit Blanche, dans les rues quand ils se cherchent, etc. Mais bon, c'est tout autre. Hein. Il n'y a pas de romance du tout là. Spoiler quand même. Il y a, alors à la fin, qui est exceptionnel. Déjà, finalement, j'aurais pu aussi parler de ça hors spoiler, mais ce générique, arrivée du bateau, tout ça. On rentre dans un autre monde. C'est comme si tout le film se passait dans une sorte de purgatoire, en fait. Hein. Et du coup, il va mourir. Il va mourir à Venise. Bon, mort à Venise, le titre est assez clair. Et justement, dans cette mort à Venise, à savoir où il va atteindre, hein, où il va tomber derrière, en enfer ou au paradis. Et là, quand même, cet enfer de l'obsession, quand même, qui pourrait, voilà, c'est un truc qui n'est pas possible et qui n'est pas du tout sain et acceptable. Cette idée de s'attacher à ce jeune-là. Mais après, du coup, il va se passer ce qui va se passer. Donc le choléra, oui, mais on ne sait pas. Alors, il va mourir, mais on ne sait pas vraiment. Enfin, il meurt probablement du choléra. À un moment, il y a une idée, il y a une scène où il bouffe des fruits rouges qu'il n'aurait pas dû parce que c'est des trucs vendus sur la plage, un peu à la sauvette. Et on lui dit, bon, peut-être qu'il a chopé cette maladie comme ça, ou dans ses balades dans les rues de Venise. On ne sait pas. Peu importe, c'est pas grave. Il meurt de toute façon d'une certaine allégorie. Déjà, en tombant là, il rencontre la quête ultime. Il trouve la beauté parfaite. Bon. Une sorte de vanité, il veut peut-être essayer de l'atteindre, la lubris de ce compositeur-là, forcément, de lubris de l'artiste, qui croyait tout avoir et tout pouvoir atteindre, mais pas du tout. Donc évidemment, il y a ce jeu-là, mais bon, jamais il l'atteindra, et l'inaccessibilité de la chose est parfaite dans le film. Ça joue évidemment sur beaucoup de plans qui s'élargissent dès qu'il y a de moins en moins de monde, plus ça s'élargit. Hein. La vision sur la plage, par exemple, c'est assez violent, ça. Et donc il va mourir sur sa chaise longue. Alors je parlais hors spoiler de cette histoire là où il va se faire teindre les cheveux et tout. Ça renforce le ridicule et le pathétique absolu de cette mort. Et donc du générique de début, ça se termine dans une sorte de... Voilà, c'est assez diffus. Où il fait tellement chaud, il est en train de crever, il bouge plus, enfin il peut plus trop... voilà, donc il est accablé par la chaleur en plus. Il y a la teinture qui fond là. Je me demande est-ce que ça n'a pas inspiré Luc Besson pour le 5e élément, vous savez, le personnage de Gary Oldman, là. Bon, je viens de penser à ça, j'imagine quand même pas, mais quoique, on sait que Besson, il a tellement emprunté dans sa carrière, et à ça, c'est complètement ridicule, il va mourir avec un masque de mort ou un masque de carnaval, quoi. C'est un peu le carnaval de Venise, du gars qui s'est cru que, et qui va mourir un peu en tant que pantin, en tant qu'idéalisation de statufie limite dans sa mort. D'ailleurs, le dernier plan où on va récupérer son cadavre, on voit vraiment limite un masque blanc, quoi. C'est forcé, c'est volontaire, mais il l'a fait exprès. Donc il y a la mort réelle du gars, oui, mais il y a une mort aussi allégorique qui est surjouée dans une vision absolue et que nous-mêmes spectateurs, on est plongés dans cette surexploitation, surexposition d'une mort qui est au-delà, qui transcende. Et je pense que la dernière vision qu'il a de Tadzio sur la plage, alors apparemment la famille polonaise n'est pas encore partie, mais j'ai l'impression que c'est une sorte de fantasme ultime, le voit-il vraiment où Tadzio se transforme, il va, après s'être battu avec un camarade, là, il va vers la mer et puis il pointe du doigt, on le voit de loin, c'est comme si en fait il se transformait en ange qui accepte bientôt, peut-être au paradis ou on ne sait pas où, le personnage de Gustave. Il y a cette idée-là, à mon avis, il fantasme totalement l'idée, comme quoi, bon, pour la mort, il va être accepté enfin par ce jeune homme. Bon, guidé, quoi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses c'est vraiment une fin de cinéma extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a le concret du décès, oui, il est malade, tout ça, il se fait âgé, et puis voilà. Et puis il y a aussi cette idée de fantasme de comment, en expérience de mort imminente, il arrive à imaginer les choses. Et du coup, même sur le côté physique du gars, il y a des trucs qui sont pathétiques. Il y a le réel de la teinture qui fond, d'accord, qui coule, ok. Mais il y a aussi le masque blanc qui, même s'il a été un peu maquillé et tout,
vous ferez attention si vous revoyez le film, le tout dernier plan où on le voit, quand on récupère son corps, c'est beaucoup plus blanc que ce qu'on voyait avant. Enfin, il y a quelque chose qui sort du réel, là. C'est une fin qui a été un peu questionnée aussi dans la suresthétisation. Le film ne suresthétise pas. Il est du point de vue de quelqu'un qui est complètement paumé dans ses idées et dans ses obsessions de beauté. Il est perdu aussi dans ses méandres artistiques et tout. Ici, voilà, il est tombé sur cette beauté qui recherchée et tout. Voilà, oui, forcément, c'est quelque chose de difforme, là. Enfin, ouais, une déformation du réel, parce qu'on est de ce point de vue-là. Donc c'est du cinéma, c'est vraiment purement du cinéma là-dessus. Donc oui, ça joue sur des codes, et puis bon, c'est Venise, hein, c'est aussi la ville, oui, je parlais du carnaval, d'ailleurs, il y a un peu ça, c'est comme ces musiciens de rue, il y a une idée de carnaval aussi, là, qui se met en place, quoi. Mais moi je trouve ça exceptionnel, même si je peux comprendre que ça puisse sortir certaines personnes du film, au-delà même de la thématique et du thème, enfin, vraiment de l'histoire principale, quoi. Je vais faire un zone spoiler, mort à Venise, ça c'est du grand Visconti. C'est un Visconti qui, alors ouais, qui a cette grandiloquence-là, le côté épique, oui, opératique. De toute façon, c'est ça, c'est un cinéaste opératique aussi. Pas que, hein, mais voilà. Récemment, de Visconti, j'ai fait Les Amants Diaboliques, hein, qui n'était pas très opératique, quoique on voyait déjà, même dans son néoréalisme, là, naissant, du coup, dans ce néoréalisme naissant de ce film-là, on voyait quelque chose, vous voyez. Bon, bah alors là, le néoréalisme, oubliez-le, quoi qu'avec ces musiciens de rue, tout ça, et la réalité du choléra, avec ces hommes qui tombent un peu à la gare, voilà, il y a plein de petits trucs intéressants, mais alors là, sur cette idée-là, sur cette vision, sur ce final, sur lequel je vais pas revenir ici forcément, bah c'est du Visconti, c'est vrai. Et c'est vrai que quand vous voyez le guépard, vous comprenez aussi des choses, hein. Alors là, c'est plus une fresque historique, le guépard. Il y a aussi ces idées de choses qui étaient dominantes à une époque et qui s'écroulent. Bah, c'est comme ce Gustave qui a été au top de sa carrière, musicien, qui a eu, voilà, il était au prime, comme disent les jeunes, et là, il est complètement en train de tomber. Puis il retombe sur quelque chose qui l'idéalise dans l'au-delà de l'idéalisation de ce qu'il avait déjà en tête. Il fait fausse route, peut-être, probablement, on ne sait pas, mais en tout cas, lui, il va tout droit. Et il va dans le mur. Hein. Ça, c'est clair. Et c'est un film qui est assez dur, quand même. Hein. Sur pas mal de points, pas très joyeux, mais c'est passionnant. C'est du pur, on va dire, cinéma artistique. Et c'est ça aussi qu'on aime chez Visconti. Qu'on n'aime pas, mais bon, c'est du Visconti, quoi. Un peu. En tout cas, beaucoup. plus qu'un peu beaucoup. Peut-être passionnément, mais attention à cette passion-là. Hein, vu ce que Björn Andresen a vécu. Attention. Attention, oui, évidemment. Il y a des choses à redire sur ce point. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, évidemment. Si c'est parmi vos Visconti préférés. Et oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc je vous attends au tournant en vous disant à la prochaine. Ciao!